Alors, bonjour à tous et bienvenue à l'émission Ivoire Clair. À mes côtés, Bianca Lucier-Dalpé, qui est ma partenaire, qui est spécialiste en réadaptation en déficience visuelle, dont la précision et la clarté rendent nos conversations sur les sujets de DV plus justes, plus utiles, plus humaines. Et pour ce premier rendez-vous, en fait, de notre deuxième saison, on a décidé de faire les choses autrement. Pas d'invité aujourd'hui, juste nous deux autour d'une conversation, Bianca, une conversation franche. On va se questionner, on va tenter de clarifier des points et bien entendu, toujours en lien avec la déficience visuelle. Oui, parce qu'on a souvent des questions, que ce soit des auditeurs, de nos proches, familles, amis, etc., sur la déficience visuelle, ce qui est un monde qui est assez mystérieux pour beaucoup de personnes. Et là-dedans, des fois, il y a du vrai, il y a du semi-vrai, il y a du carrément faux. Alors, on va prendre le temps aujourd'hui pour aborder tout ce genre de questionnement-là qu'on peut avoir par rapport à la déficience visuelle un peu plus en profondeur. Génial. Alors, bienvenue dans ce premier épisode de notre deuxième saison d'Ivoire Clair. Bianca, merci d'être là avec moi. C'est le fun, on fait une bonne équipe. Oui. Ouais, c'est cool. Bianca, aujourd'hui, j'ai plein de questions en fait pour toi parce qu'on parle souvent de ton métier, SRDV. Sans rendez-vous. Non, c'est pas vrai. Spécialiste en réadaptation en déficience visuelle, mais ce qui reste flou un peu pour moi, c'est ton implication concrètement auprès de tes usagers. Ça, c'est dur à dire, tes usagers. Quand quelqu'un arrive chez vous, là, ben, en fait, tu travailles où exactement? Je travaille dans un centre de réadaptation qui fait partie du réseau de la santé, qui s'appelle l'Institut Nazareth et Louis Braille, qui est, pour bien le nommer, qui fait partie intégrante du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre. Wow, bravo! Voilà, mais en gros, on va souvent dire l'Institut Nazareth et Louis Braille. D'accord, OK. Puis quand quelqu'un arrive chez toi, là, comment ça se passe? Quand quelqu'un arrive avec une déficience visuelle soudaine ou de naissance, comment ça se passe? Bien, en fait, les personnes sont référées vers leur centre de réadaptation, que ce soit l'Institut ou un autre dans les autres régions. Ils vont être référés par un optométriste ou un ophtalmo ou un ophtalmologiste qui va attester que malgré tous les traitements possibles, malgré tout ce qu'on peut faire au niveau médical, la personne a toujours des limitations au niveau de sa vision qui doivent être quantifiées. Là, on a des chiffres. Et à partir de là, la personne va être admise dans des services de réadaptation. Puis là, selon son âge, ses besoins, sa situation de vie, ils vont faire une analyse, dans le fond, à l'accueil de, on dirige la personne vers tel programme, selon son âge, par exemple. Puis après, il y a un intervenant qui va la rencontrer, généralement un travailleur social, qui là va dire, la personne a de la difficulté, surtout dans ses déplacements, ou ça pourrait être surtout dans la lecture, ou surtout au niveau de l'adaptation psychologique. Fait que c'est important ça aussi, là? Oui. Fait que selon les difficultés qui vont être rencontrées, ça va être différentes personnes là, qui vont pouvoir la rencontrer, puis faire une évaluation d'intervention, etc. OK. Puis est-ce que toi, tu te spécialises ou tu travailles avec un certain groupe d'âge? Y a-tu des spécialistes, des professionnels, finalement, qui se spécialisent selon l'âge? Parce que ça ne doit pas être la même chose de travailler avec un enfant de 2 ans ou un adulte. Ici, dans la région Montérégie, Montréal, Laval, oui, parce qu'on a un grand bassin de population. Donc, ça fait que les différents professionnels ils peuvent se spécialiser parce qu'on a assez de bassins pour avoir beaucoup de personnes qui travaillent. Donc, les gens vont se spécialiser. Par contre, si on pense à des gens qui travaillent en région plus éloignée, par exemple sur la Côte-Nord, aux îles de la Madeleine, en Gaspésie, là, les spécialistes en réadaptation en déficience visuelle, ils doivent s'adapter à tous les âges, à toutes les réalités. Okay. Dans mon cas personnel, moi, je travaille auprès des personnes qui ont entre 25 et 64 ans en communication informatique adaptée, surtout avec les personnes qui sont en perte de vision sévère. Donc, je suis vraiment comme plus spécialisée parce que j'habite dans la région de Montréal et j'habite à Montréal, puis mes usagers sont dans la région. Fait que, moi, je suis un peu plus niché, entre guillemets, si on veut. OK. Mais, je vais comparer, c'est un peu boiteux, mon affaire, mais c'est un peu comme, finalement, un physiothérapeute. Tu sais, le physiothérapeute. C'est pas boiteux du tout. C'est de la réadaptation dans les deux cas. De blessé, ça dépend. Tu vas voir un physiothérapeute selon le type. Il va te traiter selon ton type de blessure, c'est la même chose. Toi, dans le fond, tu vas recevoir quelqu'un, puis la personne est évaluée, puis là, à ce moment-là, il est
pas nécessairement attitrés à toi, mais à... Mais généralement, ceux qu'on va m'envoyer, entre guillemets, les références que je reçois, les personnes peuvent être différentes, mais en général, ils vont avoir entre 25 et 64 ans, des besoins en communication informatique adaptés et une vision quand même assez basse. Fait que oui, il y a comme un peu comme un physiothérapeute pourrait dire, moi, je fais de la médecine sportive ou qui ont surtout... Je connais pas, là, je veux pas dire n'importe quoi, mais il y a comme une présélection du type de profil. Oui, OK. Ouais. Bianca, les proches sont souvent oubliés. Je trouve qu'on oublie souvent les proches. Ils veulent aider, puis souvent, ils ne savent pas comment. Est-ce que toi, tu les rencontres? Est-ce que vous travaillez aussi avec les proches? Oui, surtout quand la personne vient d'avoir sa déficience visuelle, par exemple. Là, on va aller faire une rencontre à domicile. Fait que là, on va voir un peu la dynamique avec les proches. C'est sûr que les services, en général, en réadaptation, c'est vrai qu'ils sont plus centrés sur la personne qui a la difficulté, tu sais. On a des ressources pour les proches, on va les considérer, mais ils vont pas généralement recevoir des services directs, mais on les considère, là, tu sais, on essaie de faire... C'est ça. OK. Ils sont inclus dans le processus, oui. Parce que t'as pas le choix, surtout si t'es un enfant, j'imagine, là. Oui. Hey, écoute, récemment, dans le journal, j'ai lu qu'un jeune homme, suite à un accident de deck hockey, qui s'est blessé. Je veux te parler de ça aussi, parce qu'on parle souvent de malvoyance, de déficience visuelle, de maladies, mais on parle un petit peu moins des problèmes visuels liés aux accidents. En tout cas, nous, on en a moins parlé. Je fais juste penser à l'humoriste Dominique Sillon qui a perdu l'usage d'un œil après un accident à l'adolescence lié au golf. Il y a le journaliste et chroniqueur sportif à la suite d'un accident de sport. Lui aussi, c'est du deck hockey, Mickey Guerrier, qui a perdu la vue. En fait, il a perdu l'usage d'un œil. Puis c'est ça. Puis récemment, dans les journaux, il y avait l'histoire de Jonathan Richer, 24 ans, de Cap-Saint-Ignace, qui a perdu l'usage de son œil droit après avoir reçu un coup de bâton dans un match de deck hockey. Est-ce que tu travailles aussi avec ce type de clientèle-là qui ont eu des... Ben là, tu le dis que tu travailles plus, mais donc ces gens-là qui ont des accidents aussi se retrouvent dans les centres à travailler en réadaptation. Parce que dans le fond, une perte de vision, ça peut s'expliquer grosso modo de 3 façons. Une condition congénitale, la personne naît avec une vision réduite. Ça peut être une maladie qui fait que la vue va diminuer progressivement à différentes façons, différents niveaux, ou un accident. Fait que nous, dans le fond, peu importe c'est quoi la cause, ce qui fait qu'on la personne a des services de réadaptation, c'est la vision telle qu'elle est aujourd'hui. Est-ce qu'elle correspond aux normes de la déficience visuelle? Fait que oui, on en a. Puis ce qui est particulier quand les gens ont un accident, c'est que c'est subi. Donc, c'est sûr que c'est pas du tout le même profil, tu sais, que quelqu'un qui va perdre sa vision très tranquillement, là. Ouais. Puis j'ai trouvé ça étonnant parce que tu m'as dit que quelqu'un qui perd la vision, en fait, qui perd un œil, est pas considéré comme une personne qui a une déficience visuelle. Bien, en fait, c'est parce que pour avoir une déficience visuelle, il y a comme des chiffres là, au Québec, au Canada, etc. Ouais. Mais au niveau du champ visuel, quelqu'un qui perd un œil a quand même un champ visuel assez... bon avec un œil, dans le sens que quand on voit les deux yeux ensemble, le champ, je vais reculer encore plus, le champ visuel, c'est si je regarde quelqu'un, par exemple, je suis présentement à peu près 1 mètre de toi. Ouais. Si je place mes yeux sur ton visage, sans bouger les yeux de mon visage, si j'étends les mains sur les côtés, est-ce que je peux, tout en continuant à te regarder, voir mes mains qui sont sur les côtés, en haut, en bas? Donc, une atteinte du champ visuel, ça survient quand, mettons, on est très, très près du visage, puis la personne, elle voit pas les mains, là, tu sais. OK. Les gens nous voient pas, mais en ce moment, Mathieu qui est là, qui fait des tests avec ses mains, Mathieu. Puis moi aussi, je fais des tests, là. On met nos mains de chaque côté, là. C'est ça. Là, je les vois, moi. Oui. Fait que c'est bien, ça. Oui. Puis ça, on appelle ça un champ visuel par confrontation. C'est comme la technique rapide si on veut évaluer si quelqu'un a un champ visuel, puis que le nôtre est bon. Il faut que le nôtre soit bon, que ça fonctionne. Mais on peut se regarder comme ça, à peu près 1 mètre de distance. On peut le faire un œil à la fois ou les deux. Puis, tu sais, on voit est-ce que, bon, en regardant l'autre, tout ça, est-ce que les mains, on les voit, tu sais? Fait que c'est ça. Fait qu'une atteinte du champ visuel, pour répondre à ta question de quand il y a juste un œil, on a, quand les deux yeux sont ensemble, environ 200 degrés en largeur. Ouais. Mais avec un œil, on n'a pas la moitié. On n'a pas 100. On a à peu près 150. OK. Pourquoi donc? Ben oui. C'est parce que les deux yeux mis ensemble ont une portion qui est vue en commun, dans le sens que ce qui est près du nez, les deux yeux le voient. Mm-hmm. Fait que ça fait que ça s'additionne pas, ça se chevauche, si on veut. Okay. Fait que ce qui est près du nez, admettons, si on regarde, je sais pas, quelque chose qui est devant nous, si on ferme un œil, on le voit avec, par exemple, l'œil droit, on ferme l'œil gauche, on va le voir encore. Mm-hmm. Fait que cet objet-là, il est visible par les deux yeux. D'accord. Fait que le fait que
je sais pas si c'est clair, mais ce que je veux dire, c'est le fait qu'il manque un œil, on perd pas la moitié, on perd une proportion. On va quand même avoir 150 degrés de champ visuel, puis ça peut permettre encore de conduire. Donc, les gens s'adaptent en général très bien à la perte d'un œil. Là. Je dis pas que c'est facile, mais non. C'est pas comme perdre les deux. Non, mais comprends-tu que si je ferme un œil, là, je ferme mon œil, puis je conduis. Oui. Mon angle mort, il faut que je tourne des stratégies compensatoires, la tête, c'est ça. Là. Oui, j'imagine, tu sais, puis moi, j'ai jamais conduit, là, mais j'imagine qu'il y a des stratégies compensatoires. Je ne sais pas, utiliser les miroirs, regarder plus souvent. Là, je pourrais même pas, j'ose pas dire ce que ça peut être, mais je sais qu'il y a des gens avec un œil qui conduisent. Je présume que ça se compense très bien. Eh bien, coudonc. OK, j'ai une question. Oui. J'ai mon père qui m'a demandé. On entend souvent parler de glaucome. Mm-hmm. Ça touche qui? Est-ce que ça touche surtout les personnes âgées? Le glaucome, en fait, c'est quand il y a trop de pression dans les yeux. Mm-hmm. Puis ça peut survenir à différents âges. Il y a même des enfants qui ont du glaucome. Des fois, c'est du glaucome à la base, puis des fois, c'est du glaucome qui est comme secondaire à un autre problème visuel. Tu sais, ça peut créer de la pression. Puis, il y a certaines populations qui en ont plus. Là, de mémoire, il me semble que les populations au niveau de l'Afrique, là, au niveau génétique, ils ont plus souvent du glaucome. Okay. Fait que ça peut toucher tous les âges. Peut-être là, que proportionnellement, plus on vieillit dans la vie, plus on a des chances cumulées d'avoir des pathologies, parce qu'il y a juste plus de temps derrière nous. Mais moi, j'ai déjà eu des enfants avec du glaucome là, dans mes usagers quand je travaillais avec les jeunes. Fait que ça peut toucher différents âges. OK. Puis, est-ce qu'on peut quand même vivre longtemps sans trop d'impact? Ah oui. Il y a des gens qui ont... Parce qu'en fait, pour le glaucome, ce qui est important, c'est que souvent, les gens ont une prescription de gouttes pour faire diminuer la pression intraoculaire. Puis c'est super important de les prendre parce que quand les gens prennent leur goutte, ça se peut que la personne n'ait jamais de déficience visuelle puis que le glaucome soit contrôlé puis que la pression reste belle. Mais si les gens ne prennent pas leur goutte ou qui ont vraiment comme du glaucome, la pression élevée sur une longue période ou vraiment de la pression très intense, ce que ça peut faire, ça peut affecter le nerf optique qui est comme un peu, si on veut, le corridor qui relie les yeux au cerveau. Puis si ça, c'est atteint, c'est là qu'il y a une perte de vision qui est irréversible, mais c'est un peu sournois. Fait que des fois, les gens, ils vont omettre de prendre leur goutte, mais ils vont pas s'en rendre compte, ça fait pas mal. Ils voient pas tout de suite l'impact, mais une fois qu'ils commencent à être là sur le nerf, après, on peut rien faire. Fait que c'est hyper important. C'est pour ça que tu dis c'est sournois, mais j'ai lu quand je faisais un peu de recherche que le glaucome est souvent surnommé le voleur silencieux de la vision. Ben c'est ça. C'est ça, hein? Parce que dans le fond, ça fait pas mal. La perte de vision est progressive. Puis quand on s'en aperçoit, souvent, il est trop tard. C'est un peu ça? Oui, parce que perdre du champ visuel, c'est quelque chose de difficile à se rendre compte. Parce que quand c'est, à moins que ça soit drastique, là, mais quand on perd un petit peu sur les côtés, tu sais, le cerveau, il s'adapte. Fait qu'on voit ce qu'on voit, mais on voit pas ce qu'on voit pas, entre guillemets, tu sais, à moins qu'il arrive quelque chose, un accident, tu sais, quelqu'un qui le remarque, mais souvent, ça passe inaperçu au début, une perte de champ visuel. Fait que, oui, c'est ça, c'est important. Ah là là. OK. J'ai une autre question de Lucie. Par rapport aux rêves, quand une personne n'a jamais vu, est-ce que ces rêves ont quand même une forme ou une structure ou est-ce que c'est surtout des sensations, des sons, des émotions? Rêver, là, ça se peut. Pour une personne qui n'a jamais eu, qui n'a jamais vu. Bien, elle va rêver. Je pense que c'est parce que quand on a de la bonne vision, on pense que les choses sont avant tout visuelles. Mais en fait, un rêve, là, je sais pas, j'ai pas une définition déjà toute faite d'un rêve, mais ce qu'on traite dans nos rêves, c'est ce qui nous est arrivé dans notre journée. Mais de façon très absurde, souvent. Mais de façon très absurde et flyée. C'est comme une version flyée de la vie et moins continue, là. Mais comme on n'invente pas, entre guillemets, dans le sens que la personne qui n'a jamais vu, elle va pas dire, ben moi, dans mes rêves, je vois, ça viendrait d'où, là, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que si la personne, par exemple, c'est quelqu'un qui est non-voyant, mais son accès au monde, il va être à travers le toucher. Ça peut être, par exemple, sentir le soleil, sentir le vent, sentir qu'on marche vers une direction, le sol sous nos pas. Tu sais, comme toutes les sensations aussi, les émotions qu'on a dans la vie, bien, tout ça va se retrouver dans les rêves. Puis... Mais ce qui est spécial, des fois, c'est quand j'ai des usagers qui voyaient bien puis qui ont une perte de vision, ça arrive que les gens ils me disent, ben dans mes rêves, je vois encore bien. Oh, wow. Ouais, dans mes rêves, je vois encore bien. Puis c'est déjà arrivé, même, j'ai des gens qui m'ont dit, c'est dur, tu sais, parce que quand je me réveille,
Oui, effectivement. C'est comme un deuil, hein? Ouais, c'est brutal, le réveil. Hein? C'est un peu brutal parce que là, tu reviens, j'ai perdu la vision. Tu sais, j'ai déjà 2 ou 3 personnes qui m'ont dit ça, tu sais, parce que le cerveau, il est habitué de voir des images, fait qu'il sait comment, tu sais, comme il va le faire visuellement. Donc, ça dépend vraiment de quand on a une déficience visuelle. Puis, tu sais, moi qui est malvoyante, ce que je peux dire, c'est que dans mes rêves, je suis malvoyante, tu sais. Je vois pas soudainement bien dans mes rêves. Ah, t'es sérieuse, hein? Ben oui, dans mes rêves, je vois comme dans la vie. Tu sais, pour moi, ça serait étonnant le contraire. Tu sais, dans mes rêves, j'ai jamais bien vu, tu sais. Ouais. Mais des fois, ce qui est intéressant, par contre, c'est que dans la vraie vie, je suis malvoyante. Puis moi, si je veux bien voir, c'est que je vais m'approcher. Comme par exemple, je te vois, t'es présentement, t'as un ordinateur, on est dans le studio, t'as ton micro, t'as un ordinateur, mais je peux pas voir les lettres sur le clavier, ce qui est écrit à ton ordinateur. Mais dans mes rêves, je peux m'approcher si je veux. Tandis que dans la vraie vie, socialement, ça se fait pas que j'aille voir ton écran en me mettant le nez dessus. Mais dans mes rêves, j'ai comme un peu plus l'opportunité de me rapprocher, tu sais. C'est cool, ça. C'est très cool, hein? C'est un monde de liberté, les rêves. Oui, on aime bien ça, on aime bien ça. Hey, j'ai lu, ou tout le monde a parlé, bref, le syndrome de Charles Bonnet. Oui. On se rapproche-tu des rêves un peu? Ou on se rapproche des rêves dans le sens qu'on parle de la perception visuelle. Le syndrome de Charles Bonnet... Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça mange en hiver? Ouais. Ce que c'est, en fait, c'est... Quand certaines personnes ont une perte de vision assez sévère, le cerveau qui, justement, est habitué d'avoir un influx d'images se retrouve soudainement coupé en partie ou en totalité de ces images-là et va en fabriquer. Fait que ce que ça prend, c'est un peu la forme d'hallucination. Mais ces hallucinations, ça peut être mal vécu parce que, tu sais, les hallucinations, généralement, c'est associé à une condition psychiatrique ou à une condition physiologique, mais qui est assez grave, tu sais. Fait que les gens, quand ils ont des hallucinations, ils ont comme peur. Puis souvent, ils ont honte. Ils veulent pas en parler, tu sais, comme... Puis... Mais dans les faits, on peut le rapprocher avec, par exemple, le membre fantôme. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Quelqu'un qui se fait couper un doigt, amputer un membre, il sent encore son membre parce que la place dans le cerveau qui est occupée par ce membre-là existe encore. Tu sais, dans notre cerveau, c'est une espèce de cartographie de notre corps. Puis il y a un endroit où il y a notre index droit. Il existe encore. C'est très simplifié, mon truc, là, mais tu sais. Mais lui, il existe encore. Puis tout à coup, il n'y a plus de signaux. Fait que là, il n'y a plus de signal. Fait que sa façon de je sais pas comment de faire avec, c'est d'en générer, tu sais. Ouais. Fait que c'est un petit peu comme ça. Fait que la personne qui a un syndrome de Charles Bonnet, il faut que ça soit, il appelle ça un diagnostic par exclusion. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a aucune autre cause, que ce soit physiologique ou psychiatrique, tu sais, qui peut expliquer les hallucinations. Fait que là, on va dire, OK, il n'y a pas de cause probable. Donc, c'est la déficience visuelle qui fait ça. Et c'est très fréquent. Moi, c'est ça, j'allais dire, c'est fréquent. J'ai pas des statistiques pour vous aujourd'hui, là, mais moi, dans mes usagers, tu sais, quand je creuse un peu, puis est-ce que vous avez déjà eu des images qui viennent la nuit? C'est très, très, très fréquent. Ah, ouais. Ouais. Mais ça arrive en fait, pas nécessairement la nuit. Non, pas nécessairement. Quand tu es éveillé, là. Ça peut arriver de même quand tu es éveillé. Ça peut arriver à différents moments. Oui, des fois la nuit. Puis des fois, ce qui aide un peu, les stratégies qu'on donne, mais c'est pas parfait, mais c'est d'éclairer, justement, de mettre plus de lumière pour stimuler ce qui reste de vision quand les gens y voient encore un peu. Fait que là, ben, ça peut peut-être calmer un petit peu les... Mais en général, ça finit par s'estomper, là. Tu sais, c'est pas si avec le temps, mais quand même, tu sais, je pense que les gens, quand ils ont l'explication, ça calme beaucoup l'anxiété. Ça doit être... Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment fréquent, ça. Eh bien, j'avais jamais entendu parler de ça. Bon, une autre question. Il y a beaucoup de gens qui sont daltoniens. Ouais. Et je parlais de ça tantôt, justement, avec Mathieu en régie. Salut, Mathieu. Bonjour. Tu me parlais d'un ami, toi? Oui, j'ai un ami qui a découvert, je pense à l'âge de 21 ans, tout simplement à la suite d'une conversation toute banale qu'on avait en consultant un manuel sur la théorie de la couleur, qu'il était daltonien. Il ne le savait pas. Ma copine à l'époque et moi, on était capable de percevoir... on a trouvé le nom du test tout à l'heure. Le test de Ishihara. Ishihara, voilà. Et nous, moi et ma copine, on était capable de voir un chiffre apparaître. Et mon ami était certain qu'on se foutait de sa tableau. Parce qu'il ne le voyait pas. Alors, il l'a découvert à 21 ans. Qu'il était daltonien. C'est quand même formidable de se rendre jusqu'à cet âge-là et de ne pas le savoir. Il s'était bien adapté. Il faut croire, c'est vrai que c'est étonnant. Ben oui. Mais il y a différents... Merci, Mathieu, c'est fin. Mais il y a différents niveaux, là, parce que on s'entend que c'est pas parce que tu es daltonien que tu vois tout en noir et blanc, là. Ben, en fait, c'est qu'il y a plusieurs types d'atteintes de la vision des couleurs et le daltonisme en est
une. Ouais. Fait que, comme par exemple, moi, je vois pas bien les couleurs, mais je n'ai pas le daltonisme, j'ai la chromatopsie. Fait que c'est une autre maladie qui fait en sorte que je vois pas bien les couleurs. Mais le daltonisme, en fait, c'est que la personne, elle a une bonne acuité. Fait que, par exemple, j'imagine que cet ami-là, Mathieu, pouvait conduire. Oui. Oui, c'est ça. C'était pas une bonne idée, mais oui. Mais normalement, ils ont fait les... Je sais pas pourquoi c'était pas une bonne idée. Là, on peut en parler. C'était pas une question de couleur, c'était une question de conduite, simplement. Le problème était devant le volant, là. C'était pas les yeux, le problème. C'est ça. Mais oui, c'est ça. Fait que dans le fond, pour répondre à la question, c'est que quand quelqu'un est daltonien, c'est qu'au niveau des cônes, là, qui sont des petits photorécepteurs, des petites cellules qui permettent de capter les couleurs dans la rétine qui est derrière notre œil, bien, chez les daltoniens, ils sont pas bien calibrés, si on veut, pour les couleurs, mais ils vont permettre de voir les détails quand même. Fait que c'est pas une déficience visuelle comme telle. Alors que d'autres pathologies, comme moi, la chromatopsie, mais comme des pathologies du nerf optique aussi, peuvent causer une atteinte de la vision des couleurs. Fait que c'est comme il y en a beaucoup, là, tu sais. OK. Parce que, tu sais, on parle de ça, puis ben mon chum était daltonien, puis on trouvait ça bien drôle parce que le matin, il savait pas comment s'habiller, puis il pouvait avoir l'air de la chienne à Jacques, cela dit. Mais c'est en tant que voyant, c'est plus complexe que ça, là. On minimise peut-être un peu, mais il y a beaucoup de... Je te donne un exemple, là, de la cuisine. Oui. Bon, mon chum, faire cuire de la viande, il n'était pas capable parce que la cuisson, il voyait pas la couleur de la viande. Un fruit mûr, on allait à l'épicerie. Il n'était pas capable. Ah, mais moi, c'est ça. Je vis souvent ces difficultés-là. Les bananes, savoir s'ils sont prêtes, là. Exactement. Mais il y a aussi, par exemple, tout ce qui est orientation et sécurité. Il y a certaines signalisations qui misent d'abord sur la couleur. Oui. Bien, moi, je trouve que la couleur, c'est vraiment omniprésent. Puis je pense qu'on s'en rend compte quand on les voit pas bien. Les couleurs, c'est comme si ça vient rendre les choses faciles partout. Tu sais, comme on pense à un code de couleur, les gens sont comme « Ah! » Pour moi, un code de couleur, c'est l'enfer. Tu sais, c'est comme, il faut que j'essaie de comprendre ce qu'il y a derrière tout le temps. Mais pour quelqu'un qui voit bien les couleurs, ça vient simplifier. Je pense que la couleur est souvent utilisée pour ça, mais ça se compense. Tu sais, mais c'est par des stratégies, généralement, ou des adaptations. Ça se compense de pas bien voir les couleurs, mais disons qu'interpréter des graphiques ou choisir des vêtements, c'est un peu plus... Il faut des stratégies. Ça pourrait être, par exemple, privilégier une couleur neutre avec une couleur non neutre, mais pour retenir nos couleurs de vêtements, puis tout ça. Mais Mathieu, quand tu parlais de ton ami tantôt, là, les feux de circulation, c'est problématique aussi, là? Tu dis qu'il conduisait pas bien, mais... Je pense que son problème, c'était surtout la nuit. Parce que les feux de signalisation de loin, il voyait bien quand il était proche que c'était la lumière du haut ou la lumière du bas. Mais quand tu es assez loin et que tu t'approchais et qu'il s'approchait d'une lumière, il n'était pas certain parce qu'il ne voyait pas c'était laquelle. C'est ça, OK. Mais je pense, mais là, vous me le dites parce que moi, c'est pas une chose que je vois, mais la forme n'est pas différente, un rond, un carré. Mais de loin, là, je pourrais lui demander à lui, mais là, je vais l'appeler. On pourrait le googler durant notre pause et revenir avec ça, mais j'ai en tête que la forme est légèrement différente. Ah, tu penses? Je pense, mais je ne le jure pas. Le rouge est carré, le vert est rond. Et le orange ou le jaune est normalement losange. C'est ça. Avec une forme légèrement différente. C'est ça. Mais c'est peut-être moins voyant, par contre. Je peux comprendre que ce soit plus difficile le soir. Mais moi, tu vois, mon chum Pierre, il y avait de la difficulté. Le vert, le brun, pour lui, c'était pareil. Le bleu, le vert, c'était pareil. Le rouge, le brun, c'était pareil. Ouais. C'est difficile là, quand tu t'habilles le matin et que tu mets un pantalon. Bref. J'ai une autre question, puis c'est finalement au quotidien, là, même toi, concrètement, au quotidien, là, quand tu fais ton épicerie, une conserve de petits pois, une conserve de... peu importe l'aliment, là. Comment quelqu'un qui a une déficience visuelle complète fait son épicerie? OK. Je dirais quelqu'un qui a une déficience visuelle complète, le plus fréquent, c'est faire l'épicerie en ligne. Parce que les sites, peuvent décrire... Mettons, quelqu'un qui va sur le site d'une épicerie, qui utilise un lecteur d'écran, peut naviguer puis se faire lire le nom des aliments puis choisir comme ça. Je me rappelle, par contre, une petite parenthèse un peu comique de quelqu'un qui est non-voyant qui avait une fois acheté des biscuits, puis l'image n'était pas bien décrite, fait que c'est comme ça disait, mettons, excellent biscuit, avec la marque. Mais sur l'image, on voyait que c'était des biscuits à chien. Mais c'était pas écrit dans la description, puis il n'y avait pas de description d'image, fait qu'il a acheté des biscuits à chien. Non. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est l'importance de l'accessibilité. C'est un peu comique, mais c'est pas le fun quand c'est toi qui les goûtes. Non. Fait que c'est l'importance de l'accessibilité. Mais
Ceci étant dit, généralement, ça passe. C'est comme l'exception qui confirme la règle. Généralement, ça va bien avec l'épicerie en ligne. Les gens qui ont une petite épicerie en cécité aussi, ils peuvent arriver ils peuvent passer à l'épicerie puis demander d'avoir un commis qui va les accompagner pour quelques aliments. Puis les personnes en basse vision ou même quelqu'un en cécité, il y a la technologie qui peut aider. La mémoire aussi. Par exemple, moi, je mémorise beaucoup où les choses sont dans mon épicerie. Puis quand, mettons, ils changent de place, je déteste ça parce que je connais pas mal où sont les choses. Fait que, tu sais, de dire, par exemple, les boîtes de conserve, OK, ben c'est à peu près là, vers le bas, telle tablette. Là, après, le fine-tuning, le détail, le fin détail, le menu détail, ben là, je vais m'approcher, puis je vais les regarder, ou je vais prendre la loupe de mon téléphone cellulaire. Sur les téléphones cellulaires, il y a une loupe qui ressemble un peu à l'appareil photo. Je vais zoomer, puis là, je vais pouvoir lire le contenu de la boîte de conserve. OK. Fait que ça pourrait être aussi énoncé par d'autres types de technologies, là, mais c'est ce genre de truc-là. OK. Le restaurant, même chose. Les menus, là, sont pas en braille dans les restaurants? Quelqu'un qui a une déficience complète, là. Oui, il y a Saint-Hubert qui offre des menus en braille. C'est vrai? Oui, Saint-Hubert, bravo. C'est une entreprise qui offre beaucoup d'adaptations. Ils vont beaucoup embaucher des personnes qui ont une déficience visuelle aussi dans les centres d'appel. Oui. Mais hormis Saint-Hubert puis les avions, je connais pas d'autres endroits où il y a les menus en braille. C'est ça. Généralement, ben ça peut être... Il y a plusieurs trucs. Ça peut être juste de demander au serveur, mais ça peut être serveuse, etc. Mais ça peut être... Moi, je vais prendre la loupe de mon téléphone pour lire le menu. Ça pourrait être d'utiliser une application, par exemple, Seeing AI, quand on parlera plus de l'intelligence artificielle, mais une application pourrait aussi nous aider à lire le menu avec une voix de synthèse vocale. Okay. Parce qu'on s'entend que si tu vas manger chez Miami Deli, là, sur Sherbrooke, où le menu a 6 pages, ça va être plus long. On s'entend que le serveur, il fera pas le tour avec toi. Non, mais ça, c'est un bon truc, par exemple, c'est que quand on demande de l'aide, il faut comme gagner de l'expérience avec le temps à demander l'aide. C'est « J'ai le goût du poulet. Pouvez-vous me dire qu'est-ce que vous avez comme plat de poulet? » Ben déjà, on vient d'enlever 5 pages du menu. Là, fait que c'est d'enligner un petit peu la personne. Qu'est-ce que vous avez comme genre de poulet? Est-ce que vous avez un plat en sauce? Fait que comme ça, quand on guide la personne, ben c'est plus facile d'avoir de l'aide. Ben, il faut le demander, comme tu dis, il faut demander l'aide. Alors, on passe, on a une petite pause publicitaire. Même pas publicitaire, on a une petite pause. On parle pas de Saint-Hubert. C'est pas si on parler de Saint-Hubert, là. Puis ils font d'autres belles choses, by the way, Saint-Hubert. Et puis, une petite pause, puis on se retrouve dans quelques minutes. À plus. À plus. Vous écoutez Ivoire Clair avec Bianca Lucier-Dalpé et Nathalie Barrette. C'est la belle voix de Mathieu qu'on vient d'entendre. C'est pas Murphy. Ben non, Murphy, en fait, c'est mon intelligence artificielle. C'est ChatGPT que moi, j'ai appelé affectueusement Murphy. Alors non, c'est pas Murphy, Mathieu. Hey, écoute, tu m'as dit, tu viens de nous parler à Bianca et à moi d'un spécialiste, un pro du Snooker. Oui, Peter c'est comme Emden. le billard, là, tu sais? Oui, Okay. C'est la version anglaise. Là, je ne m'avancerai pas là-dedans parce que je ne suis pas un spécialiste, mais c'était... il a été champion du monde en 2002 et il était reconnu comme daltonien. Puis durant sa carrière, il a souvent dû demander l'aide des arbitres afin de différencier la boule brune des boules rouges. Eh bien, puis il a réussi une carrière avec ça. Ben oui. Comme tout est possible. Bianca, on est à notre 2e saison. À la première saison, on a reçu Patricia Forgue, qui a été une excellente... vous devriez aller l'écouter, d'ailleurs, notre première saison. Et elle nous a parlé beaucoup de fatigue. En lien avec la déficience visuelle. En lien avec la déficience visuelle. Parle-moi de la fatigue. Bon, vous êtes plus fatigué que quelqu'un qui est voyant? OK. Ben, je pense pas qu'on... Il y a toujours on va-tu jusque-là? Je ne sais pas si on peut généraliser jusque-là, parce que les personnes voyantes ont bien les raisons d'être fatiguées. La fatigue, d'ailleurs, est omniprésente dans notre société. Hein? Oui. Les jeunes mamans puis les personnes avec déficience visuelle, là, je suis pas sûre. Mais les personnes qui ont une déficience visuelle peuvent avoir de la fatigue visuelle, d'abord. Ça, c'est quand on utilise nos yeux, puis qu'à un moment donné, c'est difficile de lire, par exemple, pour des périodes soutenues. Mais la fatigue qui peut être cognitive aussi, parce que en général, surtout quelqu'un qui a une déficience visuelle récente ou qui fait une tâche qui est exigeante, c'est que souvent,
Ben, c'est ce qu'on appelle un handicap. Hein? Tu sais, la notion de handicap, par exemple, dans le sport, ça peut être quelqu'un qui a un poids supplémentaire à porter ou c'est comme une petite difficulté un peu additionnelle. Fait que, par exemple, pour donner un exemple concret, t'es dans un souper, puis tout le monde se parle, puis là, toi, t'arrives, il faut que tu reconnaisses les personnes qui parlent à qui, mais en plus de suivre la conversation. Fait que c'est comme s'il y a toujours une petite tâche cachée un petit peu ou supplémentaire qui s'ajoute. Puis ça, c'est sûr, ça peut faire un peu de la charge cognitive supplémentaire, puis ça peut mener à de la fatigue. Tu sais, faire l'épicerie, après, on en parlait, c'est pas toujours facile. Faire un déplacement sans voir les noms de rue, il faut les retenir. Fait que partout dans la vie, il y a comme c'est comme si on saupoudre un peu de difficultés, tu sais, comme additionnelles qui peuvent, quand on les met bout à bout, créer un petit peu plus de fatigue. Mais avec le temps, quand les personnes ont leur stratégie puis tout ça, ben c'est moins intense, là, c'est ça. Et ça, elle avait parlé aussi, Patricia, d'anxiété d'accessibilité à ce moment-là. Te souviens-tu? Oui, j'avais trouvé ça intéressant, son expression. Super intéressant, parce que justement, quand tu dis, ben on se prépare, on sait qu'on s'en va chez tel resto, on sait par quelle porte on va entrer, mais elle, ce qu'elle disait, c'est que quand il y a des imprévus dans ton quotidien, c'est là aussi qu'elle devenait plus fatiguée. Oui, parce que ça demande plus d'adaptation. Exact. Exemple, tantôt, je parlais de quand mon épicerie, tout a changé de place à l'épicerie. Ouais. Ben ça, c'est OK, mais il faut que je le réapprenne, là. Mais là, est-ce que j'ai le goût de le réapprendre, mon épicerie, aujourd'hui? Tu sais, comme... Ouais. Fait que c'est sûr que ce genre de petits changements-là, c'est que tes réflexes, il faut que tu te mettes en mode apprentissage. Et tu es allé le voir, le patron de l'épicerie, pour lui dire que... Non. Moi, je suis plutôt du genre à le prendre sur moi puis à le réapprendre là, dans ma nature. Oh, oui. Mais T'aurais pu. J'aurais pu, oui, c'est ça. Mais ça aussi, ça prend de l'énergie, tu sais. Effectivement, tu sais, dire, raison. bon, il faut que j'aille voir le patron. Bon, OK, je fais ça après le travail. Bon, il est là quand? Comment je le présente? Non, je suis moins compliqué à prendre l'épicerie. OK, t'as raison. Pour moi. OK. Ah, il y a une autre question. Oui. Le concept des couleurs. Oui. Alors, je te donne un exemple. Quelqu'un a une cécité complète de naissance. Oui. Est-ce que... comment on peut imaginer, en fait, comment on peut apprendre à quelqu'un le concept des couleurs? Parce que, on a beau parler de lecture, t'as beau dire si, exemple, t'as des livres audio, puis là, on parle du ciel qui est bleu, puis des feuilles qui sont vertes et tout ça. Mais le concept de la couleur, comment on enseigne ça? Honnêtement, je suis pas sûre qu'on peut l'enseigner totalement. Parce que, tu sais, la couleur, ce que c'est à la base, c'est les longueurs d'onde, hein? Les longueurs d'onde de la lumière qui vont frapper un objet. Et les longueurs d'onde qui sont réémises par cet objet-là vont lui restituer un aspect colorique. Là, si on voulait une définition officielle, ce serait quelque chose comme ça. Par exemple, mon papier, il est blanc, bien, mon papier, il va réémettre les longueurs d'onde qui sont propres à la couleur blanche. OK? C'est une certaine longueur en précis. Mais comment passer de quelque chose de théorique comme ça à le feeling de voir quelque chose de blanc? Moi, je pense qu'on peut l'expliquer, on peut comprendre, OK, le même objet peut avoir différentes couleurs, mais ça se touche pas. Fait que c'est quelque chose de visuel qui s'applique aux objets. C'est pas bien vu quand il fait noir. Puis les gens, en lisant, vont dire, ben je sais que le rouge, c'est associé à la chaleur, c'est associé aux flammes. Ils vont comprendre comme le champ lexical d'une couleur, si on veut, puis à quoi elle est associée. Est-ce que c'est associé au calme? Est-ce que c'est associé à la nature? Mais ça va rester, je pense, toujours abstrait. OK. Ouais, okay. Pour quelqu'un qui a une DV totale, une déficience visuelle totale là, à la naissance. OK. Ça, c'est ma question. Ta question. En fait, il y a beaucoup de gens qui voient peu. On s'en est parlé ensemble. Il y a beaucoup de gens qui, en fait, bon, on parle de déficience visuelle. Donc, il y a des gens qui voient pas du tout. Il y a des gens qui, comme toi, voient un peu. Ouais. Mais on dirait que tout le monde... En fait, on dirait que la déficience visuelle est mal comprise quand c'est pas visible. Si, exemple, là, toi, là... Ouais. Toi, Bianca, on va ensemble, t'as pas ta canne blanche. Ouais. C'est pas visible. On dirait que la notion de, ben tu vois, mais en fait, t'es voyante pour bien du monde, j'imagine. Ouais. Parce qu'on va au restaurant ensemble, tu prends tu approches ton menu, tu commandes, tu t'en vas, tu prends le métro toute seule. Il y a comme un concept qui est mal compris de la part de la société. Il n'y a pas un entre-deux. Oui, pour la société. Pour la société? Oui. Ben, en fait, c'est ce qu'on appelle un handicap qui est invisible. Ouais. C'est la même chose, par exemple, les personnes autistes ou les personnes neurodivergentes ou quelqu'un qui est dyslexique. Là, je dis, ça peut être la même chose pour beaucoup de situations de handicap, quelqu'un qui a une fatigue chronique. C'est des difficultés, dans le fond, qui sont souvent vécues
à l'intérieur. La façon de le compenser va être souvent intérieure, parfois extérieure. Fait que quand c'est extérieur, c'est là que c'est visible. Par exemple, si j'utilise la loupe de mon téléphone, là, on va voir que j'ai une déficience visuelle. Dans certaines situations, je vais m'approcher, là, on va le voir parce que j'utilise quelque chose qui le rend visible. Mais ma déficience visuelle, moi, n'est pas moins sévère quand elle apparaît pas. Fait que, oui, on a tendance à penser que la déficience visuelle, c'est la cécité. Mais dans les faits, proportionnellement, c'est une petite... C'est comme la pointe de la tarte, la pointe de l'iceberg. Les gens qui ne peuvent pas se baser sur leur vision pour fonctionner, c'est peut-être 10 à peu près, tandis que la grande majorité des personnes avec déficience visuelle ont un résidu de vision. Mais ce qui rend ça complexe, en plus, c'est qu'il peut varier selon les conditions de l'environnement, selon l'éclairage, selon la distance. Et que c'est possible que si, par exemple, on prend toi et moi, je suis proche de toi, je peux te reconnaître, tu me vois à l'autre bout de la pièce, tu me fais un signe de la main, salut, tu sais que là, il y a beaucoup de bruit, j'entends pas bien ta voix, t'es trop loin pour que je te reconnaisse, je te reconnais pas. Tu sais, fait que c'est difficile, ça, pour quelqu'un qui voit bien, de comprendre pourquoi des fois c'est correct et des fois c'est pas correct, parce que ça dépend de la distance, ça dépend de la lumière, ça dépend du contraste, ça dépend de plein de choses. Mais pour moi, cette réalité-là, elle est très... concrète. Tu sais, si le monde était fait pour les gens qui sont malvoyants, on s'adresserait jamais à quelqu'un passer 5 mètres. Tu sais, ça se ferait pas. On dirait pas ça là. Tu sais, c'est ça. Parce que tu l'as vécu au gym. Au gym? Oui, tu me contais que tu étais allé au gym puis que tu avais les petits... Hein? Oui, l'entraîneur au gym. Je vais pas au gym souvent, hein, d'ailleurs, faut pas... faut que je sois honnête avec cette émission de radio. Je suis allée au gym une fois dans ma vie. Mais quand je suis allée c'est cette fois-là? C'est cette fois-là. Ben, je te l'ai pris 3 mois. Là. Mais en tout cas, cette fois-là, l'entraîneur, elle avait comme des petits graphiques là, qui représentaient tu sais, comment se placer pour faire les différents exercices. Puis moi, j'avais une feuille avec ça, puis c'était tout petit, puis j'étais comme, oh, mon Dieu, ça va vraiment être compliqué. J'étais comme, mais peut-être qu'à l'entraîneur, peut-être pouvez plus me les enseigner, les mouvements, tu sais, puis si vous m'en enseignez 4-5, je vais mémoriser ceux-là, puis la prochaine fois, on en rajouterait d'autres, tu sais, puis là, t'es comme, mais celui-là, puis là, l'écrit un petit peu plus gros, mais tu sais, avec un crayon HB, pas contrastant, je vois toujours rien. Je dis, non, j'aime mieux que vous me les appreniez. Puis là, elle dit, mais t'as un problème visuel, mais as-tu un chien? Tu sais, fait que là, j'ai compris que dans son esprit, j'ai, en bon québécois, shifté, que j'ai passé de... Tu sais, quelqu'un qui voit bien, mais pas tout à fait, mon Dieu, elle est vraiment aveugle, tu sais. Mais dans la réalité... ça n'existait pas pour elle. Ça n'existait pas, c'est ça, ça n'existait pas pour elle. Fait que je dis, j'ai pas de chien, tu sais, je peux éviter les objets, mais je vois pas les petits graphiques, tu sais. Fait que ça fait... On parlait de fatigue, ça fait que quand on est dans cet entre-deux-là, il faut souvent s'expliquer. Il faut s'expliquer un petit peu plus, là, tu sais, c'est ça. C'est comme la surdité, je veux dire, on n'est pas... On devrait pouvoir l'appliquer, cette vision-là, justement, à la perte de vision, parce que quelqu'un qui est sourd, on va juste parler un peu plus fort, il n'est pas entièrement sourd. Oui, on peut s'adapter. On n'est pas capable de le faire, on dirait, pour les parler plus tranquillement, tu sais, par exemple. Oui, moi, d'ailleurs, quand je vais faire comprendre ça aux personnes qui ne comprennent pas, je vais faire une analogie avec les déficiences physiques, là, la mobilité. Quelqu'un peut être en fauteuil roulant. Quelqu'un peut être complètement cloué au lit, incapable de bouger quoi que ce soit, vraiment paralysé. Ou quelqu'un peut marcher avec une canne. De support. Fait que moi, je dis, moi, je suis l'équivalent de quelqu'un qui marche avec une canne. C'est comme, je peux marcher, mais je ne ferai pas un marathon. C'est un peu la même chose à la déficience visuelle. L'analogie, la personne paralysée, c'est comme la personne en cécité, puis la personne qui voit un peu, mais qui a besoin d'aide ou d'adaptation, c'est la personne malvoyante. Là, fait que, oui, par rapport à la surdité, par rapport à quand on fait des analogies, souvent, on le fait mieux comprendre. C'est une bonne façon là, de le penser, oui. Mathieu, on termine avec ton commentaire. On va faire une petite pause. Et puis, on revient. J'ai envie de parler des mythes et des réalités. Parce qu'il y a plein de choses qui se disent qui font pas de sens non plus, hein, Bianca? On va jaser de ça. On va jaser de ça ensemble. Alors, Bianca, mythe ou réalité? J'ai des phrases, des courtes phrases. On va essayer de répondre quand même rapidement, parce qu'il y en a plusieurs. Alors, une personne avec une déficience visuelle ne peut pas conduire. Faux.
OK. Comment ça? Ouais. OK, mais là, je peux quand même que j'élabore un minimum. Là, ouais. La grande majorité des personnes qui ont une déficience visuelle ne peut pas conduire. Ça, c'est vrai. Ouais. Mais il existe une minorité de personnes qui ont un certain niveau une légère perte de l'acuité visuelle qui vont pouvoir conduire. Il y a un programme qui existe à Québec et à l'INLB, à l'Institut de Québec. Le nom m'échappe, mais le Centre de réadaptation en déficience visuelle de l'IRDPQ de Québec et celui de l'Institut Nazareth-Lubraille, où les gens vont avoir un programme de formation avec une lunette télescopique où les gens vont regarder une fraction de seconde dans la lunette. Pas toujours. Leur vision, leur champ doit être bon, leur acuité ne doit pas être trop affectée, mais ils ont vraiment des cours de conduite, un programme sur à peu près 1 an, là, où ils vont vraiment développer des stratégies compensatoires avec cette lunette-là pour aller chercher des informations, mais vraiment occasionnellement, là, pour aller chercher, en regardant, dans le fond, la lunette, c'est posé en haut. On appelle ça un système bioptique, là, dans le sens que la personne a sa vision de base, puis en haut, il y a un petit, comme une mini longue vue, juste d'un œil où elle va juste comme légèrement changer sa position de regard pour aller vérifier un détail avec le grossissement du télescope, là. Puis après, elle va revenir. Fait qu'il faut pratiquer ça, là. Fait qu'ils ont le test de conduite après qu'ils doivent faire, et tu sais, comme si les gens passent ce test-là, sont vraiment hors de tout doute en mesure de conduire, parce que la plupart des personnes voyantes qui font ce même test-là sur la route l'échouent. Fait que leur niveau, leur test de conduite est beaucoup plus complexe que le texte standard. C'est surprenant, mais je suis vraiment contente pour les gens qui peuvent conduire. Bravo. Écoute, celle-là est drôle. C'est mon ami Michel qui me disait, en fait, par rapport aux mythes et réalités, elle me disait, moi, je suis certaine que tous les gens qui ont une déficience visuelle deviennent à quelque part qui ont des super pouvoirs en lien avec l'odorat, le toucher. On a l'impression tout le temps, et c'est vrai, on a l'impression que quand quelqu'un n'a pas une cécité complète, ou une cécité complète, la sensation, l'odorat, les sens sont décuplé fois, je sais pas combien. Ben, en fait, c'est super intéressant. C'est un truc super intéressant. En fait, tu sais, comme biologiquement, les organes sont les mêmes. Fait que, tu sais, l'oreille est pas meilleure, mais il y a de la plasticité cérébrale qui se met en place. Ouais. Donc, quelqu'un, par exemple, qui, surtout quand c'est de naissance ou quand c'est bien travaillé, là, c'est que la personne qui a une déficience visuelle, par exemple, son sens du toucher pourrait être relocalisé. Les tâches tactiles peuvent être relocalisées dans le cortex visuel. Fait que c'est les personnes, c'est comme si leur cerveau va utiliser ce sens-là à son plein potentiel. Il va pas le rendre meilleur, mais il va vraiment l'utiliser. Tandis que quand il y a de la vision, c'est comme si la vision bypasse les autres sens. Puis malheureusement, comme par exemple le toucher, il va commencer à partir de à peu près la demi de l'âge adulte à diminuer de 1% à chaque année. Ça diminue. Tu parles de chez les personnes, monsieur, madame, tout le monde. Monsieur, madame, tout le monde, c'est mais ça. chez les personnes qui ont une déficience visuelle, qui l'utilisent constamment, il n'y a pas cette diminution-là. Parce que les personnes qui ont une déficience visuelle vont utiliser le toucher de façon active pour lire le braille ou pour cuisiner ou pour avoir accès à l'information. Fait que c'est comme si le cerveau, il préserve la capacité d'utiliser ce sens-là, si on veut. Fait que c'est 1% à chaque année. Donc, Mathieu, mais moi, à partir du milieu de l'âge adulte, là, pas à partir d'1 an. Là, mais non, mais à chaque année, donc, on perd 1%. On touche de moins en moins. Notre capacité tactile. Mais on s'en rend pas compte. Mais en laboratoire, quand ils mesurent, oui, c'est concret. Savais-tu ça, Mathieu? Non. Je pourrais même vous dire, c'est docteur. En fait, durant cette semaine, on est en février, il y avait à Montréal un symposium qui est à chaque 2 ans sur l'incapacité visuelle et la réadaptation. Et on a eu un chercheur qui a fait toute sa carrière sur un peu justement les sens. En fait, c'est la psychophysique, là, c'est la mesure des sens pour aider les personnes qui ont une déficience visuelle. C'est M. Leggi, Gordon E. Leggi. Puis lui, il a fait beaucoup de recherches là-dessus, comment les personnes, le cerveau se transforme, entre guillemets, là, pour rechanger les zones associées aux différentes fonctionnalités. Là, Puis lui, ce qui était fascinant, c'est que ce monsieur-là a lu toutes ses PowerPoint en braille. C'est un chercheur qui est non-voyant ou malvoyant. Il a fait le MIT, Harvard, toutes les universités prestigieuses, puis toute sa carrière, il l'a destinée à comment utiliser la science de la vision, toutes les données qu'on a scientifiques sur la vision, mais pour les personnes qui ont une déficience visuelle. Wow. Ouais.
C'est un génie, cet homme. Vraiment, vraiment. Ben, écoute, parlant d'acuité tactile, parlons de l'argent. Oui. Écoute, on a oublié de le sortir. Mais je peux l'expliquer quand même. Là, dans le fond, parce que moi, j'ai l'impression que quand les gens vont à l'épicerie, tu as un 5, tu as un 10 ils ont la même grosseur. Là. Oui, ils ont la même taille. Même dimension. Oui, même dimension. Oui. Ce qui change, en fait, pour l'argent papier, c'est sur une des faces là, du billet, quand tu le mets à l'endroit, c'est sur le coin en haut à gauche, il y a des paquets de 6 points. En braille, ce serait comme des accents aigus. Là. C'est comme les 6 petits points. Tac, 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 tac. Un paquet de 6 points, ça fait un 5 Et là, tu places comme tes doigts en pince au-dessus du billet, puis tu glisses d'un sens à l'autre. Puis là, si tu sens un paquet, c'est un 5. 2 paquets, c'est un 10. 3 paquets, c'est un 20. 4 paquets, c'est un 50. Puis là, le 100, j'en vois vraiment pas souvent des 100. Je m'en souviens plus, c'est quoi? C'est pas 5. Il me semble que c'est pas 5 paquets, puis il y en a même un pour le 1000. Mais moi, je connais juste 5, 10, 20, 50. Tu tiens moins souvent des 100 ou des 1000. Ouais, je sais pas ce que ça veut dire. Parce que dans le fond, la monnaie, c'est difficile, c'est facile et tout ça. Puis mais la monnaie aussi, il y a des trucs. Oui, mais c'est pas la même grosseur quand même. Là, non, mais c'est dur, la grosseur. Le truc, c'est le côté de la pièce. Tu sais, comme un 10 cents, sur les côtés, ça fait... Il y a comme des... Oui, mais ça c'est fait tout du bruit. petit, Il y a des encoches. Oui, mais il peut ressembler à la scène noire, mais elle n'existe plus, là. Non, mais il ressemblait à la scène noire. Mais c'est plus petit. En tout cas, c'est le côté de la pièce et la taille, combiner les deux. Parce que sinon, 25 sous et 5 sous, c'est presque la même taille. Ah, ouais? Oui, mais le 5 sous, il est lisse, tandis que le 25 sous, il est dentelé. Ah, ben... Fait que voilà, il y a des petits trucs comme ça. OK. Alors, puis dans le monde entier, qu'est-ce qu'on... Si on voyage? Je pense que ça serait intéressant. Là, je connais pas les différentes monnaies. Je sais qu'en Europe, les euros ont une taille différente. Ouais. Mais si on n'a pas tous les billets, je me souviens pas s'il y a des signes tactiles, si on peut pas les comparer présentement. Mais je me souviens qu'il y a différentes tailles. Je pense que oui. OK. Oui. Je pense que oui. Ça serait à confirmer. D'accord. OK. Hey, celle-là. Une femme avec une déficience visuelle ne peut pas se maquiller. Avant que tu parles, moi, je suis voyante, puis parfois, je me maquille, j'ai l'air d'un clown. Non, mais c'est vrai, parce que j'ai vieilli, j'ai 60 ans, ma vision n'est plus la même. Fait que je peux pas mettre mes lunettes pour me maquiller. Wow. Fait que je me maquille pas bien. Faudrait un miroir grossissant, peut-être? Ben, tant que tu veux, là. Fait que là, dans le fond, quelqu'un qui a une déficience, une femme qui a une déficience visuelle, c'est quoi ces trucs? Ben ça, entre autres, le miroir grossissant, on se trouve jamais beau quand on se regarde là-dedans, la plupart du monde. Non. Mais ça aide. Il y en a des très puissants, ça peut aider. Okay. Il existe, tu sais, comme des stratégies de, je pense, tu sais, puis je dis ça, puis moi, je me maquille pas, là, fait que je suis vraiment pas comme la personne de choix pour en parler. Mm-hmm. On a eu à l'autre saison, comment elle s'appelle, qui fait de la télévision à mi-télé, dans le vestiaire. Ben oui, Marie-Christine Riccignolo. Oui, elle se maquille. La coquette, elle connaît belle, tout ça. Là. Ouais, elle pourrait venir nous expliquer ça en détail. T'as raison. Mais tu sais, le fait de connaître ses produits, de connaître la sensation quand on l'applique, je pense que c'est d'avoir du feedback au début de quelqu'un qui voit bien. Puis tu sais, comme, OK, quand je l'applique de telle façon, c'est bien. Tu sais, il y en a qui mettent leurs produits au frigo pour sentir mieux la température, mais ça se fait. Je pense qu'il faut juste être beaucoup motivé. Tu sais, Molly Burks, la YouTuber aussi, qui a une déficience visuelle, donne des tutoriels de tips, de trucs, d'astuces pour se maquiller. Fait que oui, ça se fait. Je pense qu'il faut être motivé comme pour bien des choses, mais c'est possible. OK. Hey, on va parler à Mathieu. Je parle de Mathieu depuis tantôt. Mathieu qui est à la réalisation. Oui. Ouais. Pour Mathieu, le 100 le braille est situé, je lis une information en anglais, donc je vais traduire simultanément. Le braille se trouve sur 4 emplacements sur un billet, comme tu l'expliquais, soit à la première position, la deuxième position ou les 3 positions. Pour le 100 les groupes se trouvent à la première et à la 4e position. Il y a un trou. Exact. C'est les mêmes 6 points mais qui sont à la première et à la dernière position. Ah, merci. Puis le 1000, est-ce que ça le disait? J'ai pas poussé mes recherches jusque-là, mais je vais vous revenir peut-être plus tard. C'est bon. OK, mythe ou réalité? Les chiens guides sont tellement intelligents qu'ils savent quand la lumière est verte ou rouge. Est-ce que les chiens sont daltoniens? Je sais pas comment les chiens voient les couleurs, sérieusement. Parce qu'il y a des gens qui pensent vraiment que le chien reconnaît les couleurs. Oui. Ça serait intéressant de voir, parce que je pense même pas que les chiens voient les mêmes couleurs que nous, mais le plus important là-dedans, c'est que, en gros, l'analyse est faite par la personne propriétaire du chien. La personne qui a une déficience visuelle, par exemple, qui doit traverser une intersection, va écouter le sens de la circulation. Par exemple, pour s'aligner, quand les voitures qui passent
de façon parallèle vont passer. Ça va lui permettre de savoir, bon, OK, est-ce que je suis placée dans le bon angle, tu sais, pour traverser? Puis aussi, je suis à quelle distance des voitures? C'est quand le moment d'y aller? Fait que toute l'analyse de c'est quand y aller, c'est quoi la distance, comment ma ligne droite, ce genre de choses-là va se faire par la personne qui a le chien. Mais le chien, lui, il va aider beaucoup à éviter les obstacles. Si, par exemple, il y a quelque chose en plein milieu de la rue, ben, tu sais, de le contourner. Fait que le chien, c'est plus ça qu'il va faire. C'est plus contourner les obstacles. C'est sûr qu'il va retenir. Si quelqu'un va toujours au même endroit, par exemple, dans une école, toujours le même local, il va venir qu'il connaît comme à peu près où tourner. Mais si la personne, elle veut aller ailleurs, elle peut dire au chien, non, c'est pas là, je veux aller. Puis là, elle va lui apprendre un nouveau trajet. Fait que le chien, il peut aider, mais c'est pas lui qui réfléchit au trajet. OK. Puis, une personne qui a une déficience visuelle choisit la canne blanche ou le chien ou le choix se fait comment? Pourquoi? Okay. Bien, déjà, pour avoir un chien, c'est les gens qui sont très actifs parce que le chien, il faut qu'il sorte souvent pour garder ses capacités, puis faire l'entraînement, c'est très exigeant. Puis il faut que la personne sache quand le chien est dans l'erreur. Ça demande... Les gens qui ont un chien sont bons pour se déplacer. C'est exigeant. C'est quelqu'un qui vient perdre la vue, il n'y aura pas un chien tout de suite. Là. C'est comme ça demande beaucoup d'aptitude. Mes collègues en orientation mobilité, ils vont faire une évaluation pour voir si le client il est prêt à avoir un chien. T'sais, il y a comme des prérequis là, qu'un spécialiste en orientation pourrait décrire. Ensuite de ça, quelqu'un qui a les capacités pourrait choisir d'avoir une canne ou un chien puisqu'ils n'ont pas du tout le même effet. T'sais, le chien, ça implique qu'il faut toujours s'en occuper. Il faut le nourrir, il faut... C'est une rencontre, il faut aller faire les besoins du chien, il faut traîner les choses pour le chien avec soi. Ça paraît pas, mais c'est beaucoup de travail. Avoir un chien guide, c'est à toute heure, là, tu sais. Fait qu'il faut une certaine maturité, disponibilité, etc. La canne, ben, elle peut être pliée puis mise dans un sac, tu sais, beaucoup moins d'entretien. Mais la canne, tu sais, mettons, quelqu'un va dire, je cherche un escalier, il peut pas, tu sais, comme... Il est un peu plus... Il y a moins, comment je peux dire, la canne, elle donne peut-être un peu moins d'informations sur l'environnement que pourrait le faire un chien. Il y a aussi que le chien va beaucoup attirer les gens. Fait quelqu'un qui a un chien, comme moi, j'ai déjà pris le métro avec une de mes bonnes amies qui a un chien guide, tout le monde vient nous parler, tout le monde flatte le chien. Puis elle doit constamment dire non, faut pas le flatter, il y a trop de travail. Puis là, le chien peut se faire déconcentrer, tu sais. Fait que ça, c'est super important, les gens qui nous écoutent, de ne pas flatter les chiens guides. Mais pourtant, c'est indiqué quand même. Oui, mais les gens ne respectent pas ça. Quand un trajet Berry-Jarry, ça peut se faire flatter au moins 3 fois. T'es pas sérieux? Oh oui. Alors, de point, c'est pas tout le monde qui... C'est pas tout le monde qui respecte ça. Malheureusement, ça peut dépendre, là, mais ouais, c'est parce ça. qu'on le sait clairement que la bête est au travail. Oui, elle est au travail, c'est ça, tu sais. Fait que un chien guide, quand il est à la maison, relax, qu'il n'a pas son harnais, qu'il n'a pas sa laisse, c'est un vrai chien, là. Tu sais, c'est le fun de voir la différence. C'est un chien qui aime jouer, tout ça, mais quand il est au travail, ben c'est la vie de quelqu'un qui en dépend, tu sais. Fait que c'est important de ne pas le flatter. Fait que quelqu'un peut aimer avoir un chien parce qu'il va avoir des contacts humains, mais quelqu'un peut être un peu aussi trouver ça lassant de devoir tout le temps dire aux gens de ne pas flatter le chien. Tandis que la canne, elle va plutôt créer un écart. T'sais. Fait que les gens peuvent dire, ben une canne, c'est pratique dans une foule, comme les gens vont me laisser la place. Fait que l'effet chez les autres personnes est à considérer aussi peut-être dans le choix de l'aide. Là. Mathieu, quelque chose à nous dire? Il n'y a pas de braille sur les billets de 1 000 pour une raison toute pratique, en fait. C'est qu'ils ont cessé d'imprimer des billets en 2000 et l'intégration systématique du braille sur les billets de banque, c'est en 2001. Ah, intéressant. Les derniers billets que tu vas trouver, Bianca, il n'y en auront pas. Fait que si tu trouves un billet pas de braille, c'est probablement 1 000 $1 000. Mais un petit détail, c'est pas du braille. C'est pas du braille, c'est des points. C'est pas grave. Oui. Mais c'est pas du braille, c'est des points tactiles parce que ça voudrait rien dire. Ça ferait comme un E accent aigu. Tu disais. Tu sais, c'est pas une vraie lettre. Tu aurais dû faire un A, comme ça quand tu penses. Plus t'as de oui, c'est ça. Je l'aurais mis sur le 1000. Mais toi, Bianca, personnellement, t'as jamais pensé au chien ou à la canne? Mais ma vision est trop bonne pour l'école qu'on a de chien guide ici, qui est Mira, au Québec. Ma vision est trop bonne, je ne serais pas admissible. Il y a des gens comme moi qui vont avoir des chiens dans des écoles comme aux États-Unis où les critères visuels sont beaucoup moins restreints.
Mais moi, personnellement, je vois pas que j'en aurais besoin parce que je suis en mesure d'éviter les obstacles. Tu sais, si je marche puis qu'il y a quelque chose sur le sol, je vais le détecter. Je vais pas toujours voir ce que je contourne, mais je vois qu'il y a quelque chose à contourner. Fait que, tu sais, comme aussi, je dois trouver un escalier, une porte. Tu sais, généralement, je vais réussir à moins que ce soit bien loin, mais... fait que je pense pas que dans mon cas, ça serait un atout parce que ma vision fonctionnelle, tu sais, moi, mes difficultés, ça va être savoir sur quelle rue je suis, connaître les adresses, trouver les numéros de locaux, peut-être dans un parc, parce que les choses sont loin, parce que, tu sais, c'est très ouvert comme espace. Mais on s'est promenés ensemble et je vois aussi clairement que la luminosité, le soleil aussi, c'est complexe pour toi. Oui, mon rapport à la lumière, on pourrait en parler pendant 1 heure. Ouais. Mais on le fera pas, faites-vous-en pas. mais on n'a plus le temps, là. Il reste 30 secondes. Mais le chien guide n'aiderait pas vraiment pour ça. Fait que, voilà. Hey, ça a été vraiment chouette. On a appris plein de choses. Ben, franchement, Bianca. Ça me fait plaisir. Oui, l'émission s'appelle Ivoire clair. On s'organise pour y voir clair dans tout ça, pour essayer de se comprendre. Et Bianca, merci. Mathieu Tessier à la réalisation. Merci Mathieu. Tu nous as aidés aujourd'hui. Puis on va continuer à travailler ensemble avec toi. À bientôt. Bonne semaine. Fait que bonne semaine à tous. À bientôt.